Cours 2, énergie électrique. Dans ce chapitre, nous allons approfondir ce qui a été vu en courant continu. Nous allons voir le régime sinusoïdal et ce qu'on appelle la puissance active et la puissance apparente. Alors déjà, pour revoir les acquis, une tension alternative sinusoïdale est une tension qui évolue au cours du temps et qui est caractérisée par une tension maximale qu'on appelle Umax, qui est ici, donc voilà, la tension maxi qui ici vaudrait 6 volts. La période exprimée en secondes, alors ici, la période, c'est la durée d'un motif, alors on pourrait la prendre d'ici à ici, c'est T, mais on pourrait la prendre aussi d'ici à la même valeur ici. Attention, pas la même valeur ici, parce que là, c'est une valeur, c'est par exemple un moins 4 qui descend, et il faudrait aller jusqu'au moins 4 qui descend. Voilà, donc on peut prendre à différents endroits cette période T, et ici, on voit que la durée, c'est 60 millisecondes. C'est la période, c'est la durée du motif, la période vaut ici 60 millisecondes. La fréquence se calcule en faisant 1 sur T, et T exprimé en secondes, donc ici il faudrait faire 1 sur 70 moins 3, on trouverait une valeur, donc oui, 1 sur 60, il faut faire le calcul de la fréquence, et on peut définir également la pulsation, qui est le nombre de radians par seconde, c'est-à-dire le nombre de tours par seconde que ferait une machine électrique qui fabrique cette tension alternative sinusoïdale, par exemple. Alors, un tour, c'est 2 pi radians, divisé par la durée pour que ça fasse un tour, et c'est la période, donc 2 pi sur t, et comme t égale 1 sur f, eh bien la pulsation peut aussi se calculer avec oméga égale 2 pi f. Elle s'exprime en radians par seconde. Alors cette pulsation va permettre d'écrire la courbe représentative de la tension alternative sous la forme Umax multiplié par cosinus multiplié par oméga, donc la pulsation, qui est ici 2 pi sur t, t c'est 60 millisecondes, t le grand T, la période, en fait, oui, je réécris U de t pourrait s'écrire sous la forme générale U max multiplié par cosinus de oméga t plus éventuellement un déphasage. Alors le déphasage, ça dépend si la fonction part à 0. Alors, on voit ici que quand le t vaut 0, oméga t vaut 0, donc cosinus de 0, ça fait 1, donc u de 0, ça ferait u max. On voit ici qu'on est bien calé, quand cette courbe démarre par le max, eh bien en fait on n'a pas de déphasage et ceci vaut 0. D'où la courbe représentative de la tension alternative, c'est Umax c'est 6, cosinus oméga, donc oméga est calculé avec 2 pi sur t, multiplié par t, cette variable qu'il y a ici. On pourrait aussi écrire 4,2 fois racine de 2. Alors pourquoi ce racine de 2 ? C'est parce qu'en fait c'est la notion de tension efficace. La tension efficace est Umax sur racine de 2. Et cette tension efficace serait une tension continue qui a la même efficacité sur une lampe que cette tension sinusoïdale. Ici, la tension varie de plus 6 à moins 6. Alors, si on alimentait une lampe à moins 6, ça brille pareil qu'à plus 6. Mais par contre, il y a des moments où on passe par une tension proche de 0. Alors forcément, la lampe va briller moins que si elle était toujours à plus 6. Donc, on définit comme ceci la notion de tension efficace. Cette tension plus 6, moins 6 a la même efficacité qu'une tension qui serait toujours égale à 4,2. C'est-à-dire, si je prenais cette tension continue ici, égale à 4,2 volts, eh bien, une tension continue de 4,2 volts a la même efficacité qu'une tension alternative qui passe de plus 6 à moins 6. Alors, on peut écrire cette notion de tension efficace ici, 4,2 fois racine de 2, multiplié par sinus. Alors, si on voulait utiliser la fonction sinus, il faudrait prendre un déphasage de pi sur 2. Et ici, le 105 correspond simplement au calcul de ceci effectué à la calculatrice. Alors, la puissance reçue par un dipôle en régime continu et en convention récepteur, c'est P égale U fois I, ça a déjà été vu au chapitre précédent, où la puissance s'exprime en watts avec U en volts et I en ampères. En régime sinusoïdal, la tension et le courant sont variables dans le temps. Donc,
en fait, si on regarde la puissance à un moment donné, en fait, on va dire par exemple qu'à ce moment-là exactement, bah, la tension vaut 3 volts, l'intensité vaut une autre valeur, et en fait, la puissance instantanée à un moment donné, eh ben, c'est la tension à ce moment-là exactement, multipliée par l'intensité à ce moment-là exactement. Mais on voit bien que du coup, la puissance instantanée, bah, elle va varier. Si la tension varie, à travers une résistance par exemple, ça va faire une intensité qui varie aussi en faisant une sinusoïde. Et bien du coup, le produit de ces deux fonctions qui varient vont faire une fonction qui varie, et la puissance instantanée va aussi être une fonction qui va varier au cours du temps. On va voir justement comment calculer la puissance effectivement transférée en moyenne. Par définition, le rendement d'une chaîne énergétique, c'est donné par le rapport entre l'énergie utile et l'énergie perdue. Donc ça c'est pareil, c'est encore des révisions. Si on a un convertisseur quelconque, on fait rentrer ici une certaine énergie. Alors on peut dessiner ici un réservoir d'énergie, et le flux de cette énergie à travers le convertisseur, bah, ça va être par exemple la puissance fournie, la puissance absorbée par le convertisseur. Et ici, c'est ma puissance utile, la puissance qui sort du convertisseur, et puis j'ai des pertes. Alors mettons que par ici j'alimente avec 100 watts, et puis que j'ai 60 watts de puissance utile, et je perds 40 watts de puissance par exemple sous forme de perte thermique. Eh bien je peux dire que le rendement, ça serait ici de PU sur PA, c'est-à-dire 60 divisé par 100, c'est-à-dire 0,6, et 0,6 ça fait 60%. Le rendement ne peut prendre que des valeurs entre 0 et 1, c'est une grandeur sans unité, et les pertes d'énergie sont essentiellement dues à l'effet Joule, c'est ce que j'ai appelé ici les pertes thermiques. Déphasage courant-tension. Alors un circuit électrique qui est constitué d'une source électrique qui alimente une charge, cette charge peut être résistive quand il n'y a que des résistances, ou elle peut être inductive quand la charge contient une bobine. Alors une bobine, c'est le cas par exemple des moteurs qui contiennent des bobines. Ou capacitifs qui contiennent des condensateurs, ça va être le cas par exemple dans certains montages électroniques comme par exemple les lampes à LED. Voilà. Dans un circuit inductif ou capacitif, il apparaît un décalage delta T exprimé en secondes entre la tension et le courant. Si jamais je dessine ici la tension au cours du temps et que j'applique cette tension à une résistance. Donc ici, ça, je le dessine pour une résistance, pour montrer la différence avec ce qui va se passer ici. Eh bien, la tension, quand la tension est nulle, bah, l'intensité est nulle. Quand la tension est maxi, bah, on a une intensité max. Quand la tension est nulle, on a à nouveau une tension nulle, etc. Autrement dit, j'ai une courbe d'intensité qui a exactement la même forme que la courbe de tension. Et quand je fais le produit des deux, eh bien, je vais avoir une fonction qui va, alors je dessine là comme ça, donc ici, quand je fais le produit des deux, alors ici je repasse à 0, ici je repasse à 0, par contre là j'ai une valeur négative et une valeur négative, ça va faire une valeur positive, voilà, et donc en fait je vais avoir ici une puissance qui varie au cours du temps en faisant une sinusoïde comme ça, voilà. P qui est égal à U fois I. Alors, ce que je voulais vous montrer surtout ici, c'était pas tellement ça, donc ça, si vous n'avez pas compris, ça n'a pas d'importance. Les zéros sont en même temps et les max sont en même temps. En gros, dès que la tension est appliquée, dès qu'on a une tension appliquée à la résistance, et ben, tout de suite, l'intensité circule, il n'y a pas de délai entre les deux. Ce n'est pas le cas pour un circuit qui contient des charges inductives ou capacitives. On va avoir, si on a une tension qui évolue au cours du temps, eh bien on va avoir, on va faire un petit peu de place ici, on va avoir, alors si j'ai ici une tension qui évolue au cours du temps, eh bien j'ai l'intensité qui va aussi avoir une forme sinusoïdale, mais on voit qu'on n'a plus les zéros en même temps et qu'on n'a plus les max en même temps. Il y a entre les deux un décalage temporel. Là j'ai le 0 qui monte, là j'ai le 0 qui monte. Ça, c'est mon delta T. C'est un décalage temporel. Alors, on appelle déphasage
ce décalage temporel exprimé en radians. En fait, si je dessinais une... oui, alors, on va tenter de l'expliquer, mais cette explication est un peu complexe et si vous ne la comprenez pas, c'est pas grave, vous retiendrez la formule uniquement comme ça. Alors, si je dessine ici, voilà. Si je dessine ici un cercle et que je dessine ici un vecteur qui tourne ici à une certaine pulsation oméga, et oméga, je vous rappelle que c'est des radians par seconde. Voilà. Donc, l'extrémité de cette flèche, si je la projette sur un axe vertical, comme ça, au cours du temps, bah, quand cette flèche tourne, bah, cette flèche, au début, là, elle va partir à 0, puis ça va monter, puis ça va descendre, puis ça va monter, puis ça va descendre, et en gros, ça va faire une fonction sinusoïdale. Donc, cette fonction sinusoïdale, ça peut être vu comme la position en verticale de cette flèche. Voilà. Alors, si j'ai ici une autre courbe qui évolue en sinusoïde au cours du temps, mais on voit qu'elle est décalée. En fait, ce décalage correspond à un déphasage, c'est-à-dire tout se passe comme si j'avais deux aiguilles, comme ça, séparées par un angle que je vais appeler phi, et si elles tournent, bah, quand il y en a une qui est à 0 ici, bah, l'autre ici, elle a une valeur négative. C'est ce que j'ai ici, il y a 0, puis là j'ai une valeur négative. Alors, donc du coup, si j'imagine que tout ça, ça tourne, et bien par exemple, quand la grande flèche va se retrouver ici, ben, la petite va se retrouver là. Il y a toujours un décalage constant entre les deux et il y a toujours ce qu'on appelle un angle phi. Voilà. Et donc ça va me former deux courbes qui sont décalées au cours du temps. On dit qu'elles sont déphasées et ce déphasage exprimé en radians peut se calculer tout simplement en appliquant cette formule, mais qui revient à un produit en croix. Je vous explique. On fait deux tours, on fait 2 pi radians pendant une période t. La période t, c'est le temps nécessaire pour revenir à la même valeur. Donc, quel angle fait-on quand on a un petit décalage de delta t? Bon, ben, on fait le produit en croix, si on cherche le déphasage, ben, ça va faire 2 pi fois delta t divisé par grand T, la période. Voilà comment on peut calculer ce déphasage. Lorsque les deux courbes sont croissantes, la première qui passe par un maximum est en avance sur l'autre. Voilà, donc celle-ci, en fait, on voit que celle-ci est en avance sur celle-ci, puisque celle-ci passe à son maxi et celle-ci va passer à son maxi à un temps ultérieur. Dans un circuit résistif composé exclusivement de résistance, il n'y a pas de déphasage. Il va falloir effacer un peu tout ça. Voilà, il n'y a pas de déphasage entre... Voilà. Dans un circuit résistif composé exclusivement de résistance, il n'y a pas de déphasage entre U et I. Et dans ce cas, bah, le courant, c'est ici, alors je vois 1,6 max multiplié par cosinus. Alors pourquoi c'est une fonction cos? Parce que c'est une fonction qui passe pour le i qui... Ah, tiens, d'ailleurs, c'est faux. Ceci est faux, puisqu'ici il y aura un déphasage. Voilà. Ok, donc ça, vous laissez tomber, il y a une erreur dedans. En fait, ce qu'on voit simplement, c'est qu'ici, on est passé au maxi au moment où l'autre vaut 0. En fait, ça correspond dans le cercle trigonométrique à une situation où celle-ci est au maxi, projetée sur un axe vertical, voilà, pendant que celle-ci vaut 0. Ben, entre les deux, on a un angle de 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Alors, puissance échangée entre la source et la charge. Dans un circuit inductif ou capacitif, le déphasage entre UT et IT entraîne que la puissance instantanée va passer par des valeurs négatives. Alors, si on regarde ici ce qui se passe à ce moment-là, bon, bah, la tension est positive, l'intensité est positive, la puissance est positive. Alors ici, ça varie, donc là aussi, ça varie. Il se trouve que ça fait effectivement une sinusoïde de fréquence double de cette fréquence ici.
Ça peut s'exprimer avec les compléments mathématiques dont on parlera rapidement tout à l'heure. Voilà. Sauf que quand on passe à partir de ce moment-là, au-delà de ce moment-là, entre cet instant et cet instant, ben en fait on voit qu'on a une intensité positive, mais une tension négative. En gros, les électrons sont attirés dans un sens alors qu'ils continuent à circuler dans l'autre. Donc dans ce cas-là, le système ne fonctionne pas du tout comme un récepteur, parce que si le système est récepteur, bah, quand les électrons sont attirés dans un sens, ils vont effectivement dans ce sens-là. Ici, ils vont dans l'autre sens alors qu'ils sont attirés dans un sens. Bah, en fait, ils se comportent à ce moment-là à l'inverse d'un récepteur, c'est-à-dire comme un générateur. Et en fait, pendant ce moment-là, bah, la bobine, par exemple, restitue de l'énergie au réseau électrique. On a tendance à penser que le réseau électrique agit uniquement comme un générateur. Ben en fait, on voit que quand on a un comportement inductif ou capacitif, le réseau électrique fonctionne comme un générateur une très grande partie du temps, mais une petite partie du temps, eh ben, c'est l'appareil qui restitue de l'énergie au réseau. Alors, quand ici on a une intensité négative, bah en fait on a ici à nouveau une intensité négative, et dans ce cas la situation est rétablie. Alors bien sûr au début ça fait une puissance nulle, parce que j'ai bien une tension, mais j'ai une intensité nulle, ça fait une puissance nulle, et petit à petit les deux, donc là j'ai une intensité négative que multiplie une tension négative, ça va me faire une puissance positive, et pendant tout ce temps-là, on a effectivement le réseau qui ou la source de tension alternative qui restitue de l'énergie au récepteur et enfin voilà à la charge, parce que la charge peut faire office soit de récepteur soit de générateur, alors qu'ici la charge fait à nouveau office de générateur. Alors quand on veut calculer la, la, la puissance moyenne, eh bien, il se trouve qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, parce qu'ici j'ai atteint une valeur négative. J'ai ici, donc oui, alors ici on a une puissance et un temps, donc comme on avait vu dans un des TP précédents, la surface ici représente une énergie. Donc vous voyez qu'ici j'ai une énergie négative, j'ai par exemple moins 10 joules qui ont été transférés, c'est-à-dire que le système a perdu 10 joules restitués dans le réseau. Mais par exemple ici, bah, le réseau a donné beaucoup plus d'énergie que ce qui a été perdu là. Alors ici, c'est bien l'air est 10 fois plus grande que là, donc par exemple j'ai plus 10 joules. Voilà. Et donc, en moyenne, sur un cycle, tout se passe comme si le réseau n'avait fourni que 90 joules. Et comment est-ce que et ces 90 joules ont été fournis en un temps t. Alors, comment calculer l'énergie moyenne transmise? Ben, l'énergie moyenne transmise, ben, ça serait finalement... Enfin non, on ne va pas faire l'énergie moyenne, je reviens sur les puissances. J'ai ici une puissance qui passe à une certaine valeur, qui descend jusqu'à une certaine valeur. Et ben, en moyenne, elle vaut le milieu entre ici et ici. En gros, c'est l'axe de la sinusoïde qu'on a tracé. Et donc, ça va me définir la puissance moyenne. Et c'est cette puissance moyenne qui m'intéresse, parce que si les cycles sont suffisamment rapides, eh bien tout se passe comme si mon récepteur avait reçu une puissance constante égale à la puissance moyenne. Alors comment on calcule cette puissance moyenne? Ben, les calculs peuvent être compliqués, mais en fait on avait appliqué une formule qui nous dit simplement que la puissance c'est le produit de la tension efficace fois l'intensité efficace fois le cosinus du déphasage, le déphasage qu'on a défini tout à l'heure. Alors, si on a un déphasage entre les deux, ici, alors oui, combien vaut ce déphasage? On a ici ce déphasage, enfin là, ça devrait pas, là c'est plutôt un delta t et pas un phi. Donc ici, on voit que ça, comment si je continue le motif ici, je vois qu'en gros, ça serait la période t. Voilà. Et le petit delta t, c'est ça. Le petit delta t, c'est juste ceci. Alors, on voit que bah, ce delta t, il représente en pourcentage, alors voyons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un sixième. Ok, ça m'arrange, un sixième. Si delta t représente un sixième de t, et que t représente 360 degrés, et ben le déphasage, ça va être un sixième de 360 degrés, ce qui fait 60 degrés. Alors, je pourrais ici calculer, donc U efficace, c'est U max sur racine de 2. I efficace, c'est I max sur racine de 2. Et multiplié par le cosinus de 30 degrés. Voilà.
Et alors cosinus 30 degrés c'est à peu près ça, c'est racine de 2 sur 2. Ce qui voudrait dire ici que, enfin, je pourrais développer le calcul, mais on ne va pas s'intéresser au développement de ce cas particulier, on verra ça en exercice. Donc ce qu'il faut retenir de cette notion de puissance échangée, c'est que quand on a un déphasage entre tension et intensité, et bien du coup la puissance doit se calculer en faisant intervenir le cosinus du déphasage, et ce cosinus du déphasage va faire alors par exemple ici, cosinus de 30 degrés, ça va faire 0,707 de mémoire à vérifier à la calculatrice. Et donc en gros, à cause du déphasage, eh bien j'ai 71% de la puissance que je pourrais transférer si j'avais pas de déphasage. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste maintenant. C'est ce qu'on appelle le facteur de puissance. Alors, on appelle puissance apparente le produit noté S, exprimé en volt-ampère, le simple produit U efficace fois I efficace. On appelle facteur de puissance le rapport des deux, et donc le rapport des deux, on voit que c'est tout simplement le cos phi d'après cette expression. La puissance apparente est définie comme la valeur maximale qui peut être prise par la puissance active. Elle correspond à la puissance absorbée si la charge est purement résistive. C'est-à-dire si j'ai aucun déphasage, et bien dans ce cas ma puissance transférée c'est UF fois IF, et dans ce cas quand je fais le et donc j'ai un cos phi qui vaut 1. Par contre, si jamais j'ai un déphasage, le cos phi est inférieur à 1, et dans ce cas, le facteur de puissance vaut, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, 0,707, et ce 0,707 va dire qu'en gros, on a 70,7% de la puissance apparente qui va pouvoir être réellement transférée au système. Donc cette grandeur sert à dimensionner une installation ou un équipement électrique. En effet, quel que soit le facteur de puissance, le fournisseur d'électricité doit fournir un courant I efficace. Or, plus celui-ci est important, plus la section du câble d'alimentation doit être importante. Parce que si j'ai, à cause de des déperditions par effet Joule, en fait, plus le câble est résistant, je vais avoir une puissance de perte qui vaut R fois I carré. R étant la résistance du fil, alors qui n'est pas totalement nulle, qui est très faible, mais qui n'est pas totalement nulle. Plus l'intensité est grande, plus les pertes vont être importantes. Ça n'arrange pas le producteur d'électricité. Donc, il y a deux manières de limiter ça. Soit en mettant des fils qui ont une résistance la plus petite possible, c'est-à-dire ça correspond à des fils très gros, mais ça coûte cher. Ou alors de limiter l'intensité à la plus basse valeur possible. Et donc, ça arrange le fournisseur d'électricité si vous avez un facteur de puissance qui est proche de 1. 0,707 ici, ça serait vraiment une valeur qui n'arrange pas le fournisseur d'électricité. Alors, une chose ici, il y a une petite erreur dans le livre, la puissance facturée donc ça, c'est pas la puissance facturée, c'est la puissance fournie par EDF, par exemple, et la puissance absorbée, c'est elle qui est facturée. Donc finalement, en tant qu'utilisateur, on s'en fiche du cos phi, mais par contre pour EDF, il n'est pas content du tout si on a un cos phi qui est trop mauvais, parce que ça lui fait fournir un courant beaucoup plus fort, et ça va faire du coup beaucoup de pertes par effet Joule qui, elles, vont être supportées par le fournisseur, parce que les pertes, c'est dans les lignes haute tension, c'est dans toutes les lignes, c'est pas au-delà du compteur, donc c'est pas facturé à l'utilisateur. Voilà. Donc ici, après, on a la charge, on a une puissance absorbée qui est U efficace fois I efficace fois cos phi. Alors, bien sûr, on a un rendement, c'est-à-dire que si notre charge est un moteur, il est caractérisé par un certain rendement avec la lettre eta, et la puissance utile, c'est encore ce rendement multiplié par la puissance absorbée. Complément mathématique, alors c'est pour revenir sur ce qui a été vu tout à l'heure, quand on fait un produit de U fois I, pourquoi est-ce que ça donne une sinusoïde Pourquoi est-ce que ça donne une sinusoïde de fréquence double Donc quand j'ai par exemple une sinusoïde comme ceci, et je fais le produit d'une sinusoïde comme ceci, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, donc ça c'est U, ça c'est I, et bien si je fais P qui est égal à U fois I, je vais avoir une sinusoïde qui est comme ceci, et dont la fréquence est le double de celle-ci. C'est ce qu'on a vu ici.
Ici, vous voyez qu'on a notre période là, mais là, en fait, on a la période qui s'arrête là. Et là, en fait, la courbe qui montre les variations de puissance varie 2 fois plus vite que la courbe qui montre les variations de tension ou d'intensité. Alors, mathématiquement, ça s'explique. Alors, si U de t, c'est U efficace fois racine de 2 fois cosinus oméga t, et que I de t, c'est I efficace fois racine de 2 fois cosinus oméga t plus ce déphasage, et ce déphasage est hyper important, alors le produit, bah, c'est le produit des deux. Donc racine de 2 fois racine de 2, bah, ça fait 2, on retrouve U efficace, on retrouve I efficace, et on retrouve cos oméga t multiplié par cos oméga t plus phi. Mais il y a une formule en maths qui dit que cos A fois cos B, c'est 1/2 de cos A moins B plus cos A plus B. Et on sait aussi que cos moins B égale cos B. Alors cette dernière formule se retrouve très facilement, c'est parce que le cosinus d'un angle, c'est le même, le cosinus c'est ce qui se lit là-dessus, c'est le même que le cosinus de moins l'angle. Si j'ai ici moins 30 degrés, ça fait exactement le même cosinus que 30 degrés. Alors, si j'utilise cette formule ici, je vais retrouver U, donc P de T, qui va être U de T fois I de T, c'est toujours ça. Donc ici, c'est 2UF IF, comme expliqué ici. Mais par exemple, je vais appliquer la formule, donc 1/2 multiplié par, alors, cos A moins B, bah, je vais faire oméga T moins phi. Donc ça va faire cos phi, cos moins phi, mais cos moins phi égale cos phi. Et de l'autre côté, j'ai cos A plus B, ça va me faire cos oméga t plus cos de oméga t plus plus phi, c'est-à-dire cos 2 fois oméga t plus phi. Et je retrouve deux expressions ici, donc c'est l'expression qui est due à ceci et l'expression qui est due à ceci. Et ça, bah, on voit que ça fait une valeur constante, ça fait U efficace fois I efficace fois cos phi. Et ça, c'est ce qu'on avait appelé la puissance. Hein. Exactement ce qu'on avait ici sur la moyenne, ici. C'est-à-dire U efficace fois I efficace fois cos phi, c'est l'origine de cette formule. Et puis ici, bah, j'ai un terme, U efficace fois I efficace fois cosinus 2 oméga t plus phi, c'est-à-dire c'est le terme oscillant. En gros, ici, ce terme bleu, bah, c'est la valeur moyenne qu'on peut noter comme ça ici. Et ce terme-là, c'est le terme qui va faire osciller la puissance autour de cette valeur moyenne. Mais comme en moyenne, cette oscillation est nulle, et ben en moyenne, la puissance moyenne va être égale finalement uniquement à cette partie ici de l'expression. Ce chapitre est très mathématique. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas très grave, vous pouvez toujours vous en sortir en appliquant les formules, mais c'est toujours mieux de faire un maximum de liens entre les mathématiques et la physique, et je vous encourage à travailler ce chapitre, même s'il n'est pas très facile.